thématique et ou locale pour la découverte des métiers, des filières et des formations. C'est un appel à projet qui fait suite aux 2 premiers appels à projets qui étaient sur un rayonnement régional et c'est pour des projets aussi d'ampleur, où là, on resserre beaucoup plus sur des opérations à thématique particulière ou locale. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible par la suite sur le replay, donc sur le site Europe en Normandie. Je vous remercie de bien vouloir surtout couper vos micros. Vous intervenez en priorité sur le chat et on répondra bien sûr à toutes vos questions à 2 moments de la présentation. On va d'abord faire une présentation de l'AEP FSE+, et quelques points de vigilance, une présentation des modalités de candidature, 2 focus, un focus sur le plan de financement des projets qui seront déposés, un focus sur le suivi des indicateurs et puis des informations sur vos contacts et les rendez-vous pré-projet FSE+, qui peuvent être proposés en amont du dépôt des demandes. Alors, cet appel à projet, opération thématique et ou locale pour la découverte des métiers, des filières et des formations, relève bien du programme FEDER FSE+, FTJ 21-27 Normandie, au titre de la priorité 6 OS 4.5. Donc, il est publié depuis aujourd'hui. Il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2026. Ça veut dire que officiellement, vous pourriez candidater jusqu'au 31 décembre 2026. Bien entendu, comme c'est un appel à projet ouvert sur une longue période, on a défini des périodes de sélection. On y reviendra tout à l'heure. L'enveloppe destinée à cet appel à projet est de 4 millions d'euros pour du FSE, avec un taux maximum d'intervention de 60% des coûts éligibles, et pour des projets dont le FSE mobilisé sera supérieur obligatoirement à 20 000 euros. Les bénéficiaires éligibles, ils sont très très larges, c'est pratiquement tous les bénéficiaires possibles, donc les collectivités, leurs groupements, les établissements publics et d'enseignement, les associations, les fondations, les entreprises, les GIP, l'État et ses services déconcentrés. Les opérations éligibles. Ça doit être des opérations qui visent à faire connaître, promouvoir et renforcer l'attractivité et la mixité des filières et des métiers. Favoriser la diversification des approches en matière d'information sur les métiers et les formations. Soutenir et diffuser les approches innovantes, favorisant les démarches d'orientation des normants. 2 grandes obligations. Ces opérations doivent être mises à disposition gratuitement, et j'insiste sur cette gratuité, des différents publics et des partenaires. Elles doivent être pluriannuelles, c'est-à-dire réalisées après le 1er janvier 2024 et avant le 30 juin 2029. Sur cette grande période, bien entendu, chaque opération peut avoir son propre calendrier. Mais on a une possibilité d'avoir une rétroactivité des dépenses à partir du 1er janvier 2024. Les actions qui seront éligibles. Elles doivent être en cohérence avec la stratégie régionale de l'orientation et complémentaires aux outils et événements existants. C'est le critère d'éligibilité de base. Voilà, on doit être en liaison vraiment avec la stratégie régionale de l'orientation et surtout vérifier la complémentarité avec tout ce qui est déjà existant. Par contre, on peut avoir donc des actions de production et de diffusion de ressources pédagogiques thématiques visant l'information et la découverte des métiers et des formations, des actions locales d'information et de sensibilisation sur les métiers, les filières, les formations. Ça peut être à destination d'un ou de plusieurs publics cibles. Des actions locales qui visent à renforcer la découverte des métiers par la mise en relation des publics avec le monde professionnel en privilégiant la présentation et ou la pratique de gestes professionnels. Le public cible, il est également très large. Les opérations peuvent être à destination d'un ou de plusieurs de ces publics cibles. Donc,
La liste n'est pas exhaustive, hein. Les jeunes scolaires dans formation initiale, ça peut être des jeunes décrocheurs, des publics actifs, du public bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des seniors bénéficiaires du revenu de solidarité active, des parents, des étudiants, des acteurs intervenant dans le champ de l'orientation et de la formation, etc. Le périmètre éligible sont les actions proposées qui devront absolument se situer sur le territoire normand. Les projets qui seraient proposés par des porteurs non normands, ils devront être absolument conçus au bénéfice des publics normands. Les critères d'éligibilité. Alors attention, ce sont des critères d'éligibilité qui sont cumulatifs, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument cocher tous ces critères d'éligibilité pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Donc le porteur doit démontrer sa capacité financière à mener le projet, en particulier à le préfinancer. Le projet doit contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le programme et l'objectif spécifique 4.5. Un projet ne doit pas être achevé au moment du dépôt de la demande. On doit respecter les principes horizontaux qui sont nécessaires pour tout projet qui font appel à des fonds européens, donc l'égalité des genres, l'égalité des chances et la prévention de toute discrimination, la promotion du développement durable. Le projet doit être en cohérence avec le CPRDFOP SRFSS et notamment en adéquation avec les objectifs de la stratégie régionale de l'orientation et de la formation sur les métiers et les formations adoptées par la région. Être complémentaire aux actions d'information et de découverte des métiers et d'orientation qui sont déjà existantes sur le territoire. Prévoir la gratuité des services ou produits développés pour les publics, mais aussi pour les partenaires mobilisés et les contributeurs. Être pluriannuel, faire l'objet d'un soutien d'un montant minimum de FSE+ de 20 000 €. Les projets déposés seront sélectionnés selon les critères de sélection que l'on retrouve dans le cahier des charges de l'appel à projet, bien entendu. Donc, ces critères de sélection, ils ont été repris là. Le premier critère de sélection sera la cohérence de l'opération avec la stratégie régionale de l'orientation, donc sur 30 points. Le deuxième critère, contexte et diagnostic, donc la pertinence de l'outil au regard des enjeux du public visé, des métiers, filières du territoire concerné. Donc, l'inscription dans la logique de territoire, la concertation avec les acteurs du territoire, l'expertise du porteur et la prise en compte des besoins du public spécifique visé. Donc là également sur 30 points. La pertinence de l'opération, capacité de l'opération à répondre aux objectifs opérationnels visés. La plus-value, le caractère innovant des outils et services proposés. Les modalités de ciblage du public visé et de communication, donc qui sont destinées à faire connaître les actions auprès des publics. Les modalités de mesure de réalisation et de réussite proposées pour évaluer la pertinence de l'opération. Et là, on est sur 40 points, ce qui fait un total de 100 points. On aura un avis d'opportunité par un référent technique qui complétera cette sélection. Et les projets qui obtiendront moins de 60 points ne seront de toute façon pas retenus. Les modalités de sélection des projets et d'attribution de l'aide FSE+, donc seront sélectionnés des dossiers complets et éligibles, donc selon les critères de sélection et leur pondération que je viens de donner, selon 6 périodes de sélection intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir d'abord sélectionner les demandes qui auraient été déposées avant le 30 janvier 2025, 31 mars 2025, 30 juin 2025, etc. On a 4 périodes de sélection sur 2025 et 2 périodes de sélection sur 2026. Bien entendu, c'est dans la limite de disponibilité des fonds FSE pour l'AP. L'instruction se fait ensuite par le service Fonds européen pour la formation de la DFTLV. On a une présentation de la sélection et des dossiers instruits pour avis en CRP, Comité régional de programmation. Puis, on a validation et attribution de chaque aide européenne, donc pour chaque dossier, en commission permanente du Conseil régional en CP. Ce qui nous permet de conventionner, de faire une convention unique de financement FSE+. Et attention, on est bien sûr
des projets fonds européens. Donc, toute modification dans la réalisation de l'opération telle qu'elle a été conventionnée doit faire absolument l'objet d'une demande d'avenant avant les demandes de paiement. Quelques points de vigilance à avoir quand on va déposer une demande de fonds européens et spécifiquement également de FSE+. Donc, pour rappel, un projet achevé n'est pas éligible. La demande d'aide doit être déposée par l'entité qui porte le projet, qui en supporte les dépenses. On évite, si possible, les projets collaboratifs avec chef de file. Pourquoi? Parce que c'est une complexité de mise en œuvre et c'est une complexe également administrativement et financièrement. C'est possible, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail de préparation et de gestion par la suite avec ce type de montage. Le porteur doit avoir la capacité administrative et financière pour réaliser l'opération et une comptabilité séparée pour identifier les dépenses et recettes directement liées à l'opération. Les dépenses pour cet appel à projet pourront être éligibles à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 30 septembre 2029 avec une opération achevée au plus tard au 30 juin 2029. Le délai entre le 30 juin 2029 et le 30 septembre 2029, c'est juste pour pouvoir s'acquitter et justifier des dernières dépenses. Les dépenses éligibles, elles ne le sont que si elles sont directement liées à une opération. On ne prend pas les dépenses de structure. Il faut donc une description argumentée de l'opération et de ses modalités de mise en œuvre. Attention, toutes les preuves de réalisation doivent être conservées dès le démarrage, à conserver et à joindre, bien sûr, au bilan, les bilans intermédiaires, le bilan final. Les dépenses présentées ne doivent pas faire l'objet d'un double financement européen, donc à bien vérifier. Il faut estimer un budget prévisionnel du projet de façon juste, établir un calendrier réaliste et vous avez toutes les informations sur le site Europe en Normandie et notamment le questionnaire avant de commencer. Autre point de vigilance, donc c'est le respect des réglementations en vigueur qui seront contrôlées avec une grande attention. Donc la réglementation de la commande publique pour les structures qui y sont soumises. Vous aurez à justifier de la réglementation, du respect de cette réglementation de la commande publique, notamment si on a des dépenses directes qui sont éligibles et déposées au réel. Vous retrouverez les notices, les checklists des pièces demandées sur le site Europe en Normandie. Donc, à chaque fois, il y a les liens sur le PowerPoint. La réglementation des aides d'État. Pour rappel, une aide publique est une aide d'État si elle crée un avantage qui menace de fausser la concurrence. Et dans ce cadre-là, c'est interdit. Dans le cadre de notre appel à projet et du type d'opération, on pourrait qualifier hors champ concurrentiel, et cela se fera en analyse lors de l'instruction, les projets si et seulement si ils ne relèvent pas du coaching d'accompagnement individuel en orientation. On a bien une gratuité complète et les services ou outils ne prévoient aucune compensation pour les contributeurs, le cas échéant. On vérifiera également le respect de la réglementation dans le cas des conflits d'intérêts, donc l'absence de conflits d'intérêts des intervenants sur l'opération. Il y aura des DACI ou des déclarations de conflits d'intérêts et donc de déport à compléter pendant l'instruction. Autre point de vigilance, c'est le respect des principes horizontaux. Donc, égalité entre les genres, égalité des chances, promotion du développement durable. Donc, ce sera également à déclarer et à vérifier lors des bilans, donc au niveau de la structure, et ça peut être au niveau de la structure, mais également au niveau de l'opération. Les obligations de communication et de publicité de l'Union européenne. Attention dès le début de l'opération, donc je parle bien faire attention pour les opérations qui ont démarré avant le dépôt. Et vous pouvez trouver de toute façon d'ores et déjà et les appliquer, les règles, les informations, les logos sur le site Europe en Normandie.
Pour vous accompagner, pour les appels à projets FSE, toutes les informations à destination des porteurs sont sur le site Europe en Normandie. Vous avez notamment le guide du porteur de projet. Pour informations complémentaires et en parallèle aux opérations qui peuvent être cofinancées par du FSE, dans le cadre du programme régional, il y a le programme opérationnel national, donc qui est piloté par la DRITS, qui va intervenir sur d'autres compétences. Et donc, sur le PowerPoint, vous retrouverez le lien vers les contacts et bien sûr leur site avec les appels à projets qu'ils portent également de leur côté. Le cahier des charges de l'appel à projet dont on parle aujourd'hui est disponible sur le site Europe en Normandie et sur la page orientation, formation, emploi. Peuvent vous être proposés également, c'est fortement conseillé, des rendez-vous accompagnement pré-projet en amont du dépôt de votre demande. Ces rendez-vous peuvent être pris sur demande à l'adresse APFSE Orientation et on vous demande simplement de préparer une fiche pré-projet qui permet de servir de support à ces rendez-vous pré-projet. Voilà, on va faire une petite pause question par rapport à cette présentation. J'arrête le partage. On a deux questions qui tournent un peu autour du même sujet, qui est... Allô? Oui. Oui, Ah, ça résonne. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour, pouvez-vous définir précisément la notion de partenaire SVP dans mise à disposition gratuitement pour les bénéficiaires et les partenaires? Et dans la même logique, la question, quand on parle de gratuité complète, cela concerne uniquement les bénéficiaires et pas les structures? Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. La gratuité, elle est pour tous, c'est-à-dire que les outils ou événements doivent être en accès ou mis à disposition gratuitement des publics. Ça, c'est la première chose. Les partenaires qui, par exemple, participeraient à des événements, là on parle des actions d'événements locaux, doivent y avoir accès également gratuitement. D'accord. Et ce qu'on appelle les contributeurs, c'est-à-dire les partenaires qui peuvent participer à la création des outils, ne doivent pas également avoir de contribution ou de contrepartie par rapport à leur aide apportée ou leur participation à l'outil. D'accord. Si je creuse un peu pour être sûr d'avoir compris, c'est moi qui précise, mais comme ça au moins, voilà, je pense que la question est aussi là-dessus. J'organise un salon local, je demande une aide FSE. Sur ce salon, j'ai certaines personnes qui vont venir avec un stand que je fais payer. Là, c'est possible ou pas? Non, non. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà, hein, c'est également pour les exposants. Pour les exposants, c'est vraiment de la gratuité, de la participation gratuite. Pour aussi une raison qui est la question des aides d'État Oui. également. Hein. On ne doit pas participer entre guillemets, à modifier un marché. Donc, effectivement, c'est la même chose que pour les contributeurs qui vont participer à la construction. Alors, je parle bien de contributeurs et de partenaires, je ne parle pas de prestataires, hein, bien entendu, qui, eux, vont le faire dans le cadre, pas gratuitement, bien entendu. Alors, du coup, ta réponse a engendré d'autres questions que je vais garder Oui. dans la cible. Donc, quid des exposants lors des salons? Donc, je pense que là, on a répondu. Hein, donc, ça veut dire gratuité pour les salons. Et la question, le porteur apporte le cofinancement intégral du FSE? Point d'interrogation, c'est bien ça le principe, du coup. Ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que ça doit être financé intégralement par le porteur. Oui, c'est le porteur qui doit Sur financer un salon, par exemple. l'intégralité des coûts. Oui. D'accord? Sur le budget prévisionnel, c'est le porteur qui porte l'ensemble du budget prévisionnel. Par contre, un budget prévisionnel peut Oui, il peut avoir comporter tout à fait multiples ressources en dehors du FSE. D'accord. Donc, alors, du coup, la réponse est non. Le porteur apporte le cofinancement intégral au FSE. Non, Non. non, Ça peut être un projet financé à plusieurs, mais Voilà. le FSE ne connaît qu'un seul porteur.
C'est ça, exactement. Je remonte les questions. Le public cible peut-il être les enseignants pour leurs élèves? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un outil uniquement de professionnalisation autour de l'orientation? Est-ce que c'est, Nathalie Pinson, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que je l'ai bien résumé ou mal? Bonjour. En fait, c'est Bonjour. un parcours pour les enseignants, à destination des enseignants, Ah, pour une mise en place dans leur classe, bonne Alors, pour question. leurs élèves derrière, quoi. C'est de la découverte des métiers, hein, c'est pas de ouais, l'orientation. Mais bon, ça pourrait, mais ce serait à vérifier Oui, avec le FSE État, là, oui, très c'est ce que je... précisément, Mm. à partir notamment de la fiche pré-projet, puisque dans le cadre du programme national, l'État apporte également des appels à projets FSE+, à destination des équipes éducatives de c'est vrai, l'initiale. c'est vrai. Donc, Ouais. ça pourrait Mm. forcément, éventuellement se raccrocher plutôt à cette compétence-là. Donc, c'est vraiment à étudier avec les collègues de l'ADRETS, là. D'accord. La DRED, je rajouterais du rectorat, parce que là, on est bien au cœur de Aussi. au cœur de la compétence. Alors, c'est découverte des métiers qui est une compétence régionale, mais par contre, c'est la cible reste les professeurs. Et je dirais même, il faut aussi se rapprocher de l'agence, parce que c'est des choses qui sont discutées entre le rectorat et l'agence. Donc, Mm. pourquoi pas comme ça, mais voilà, à préciser le projet avec tous ces partenaires-là, quoi. Ah, Mm. oui, après, on est dans le référencement de la plateforme Avenir là, qui va Oui. sortir et Mm. nos actions seront à partir du mois de février sur la plateforme. D'accord. Donc à travailler ou en tout cas à voir avec les partenaires qui seraient susceptibles de faire le même type de proposition, mais comme ça, globalement, ça peut rentrer. On va le dire comme ça. Merci. Je continue les questions. Un projet d'événement en 2025 doit-il prévoir une édition 2026 pour être éligible, vu qu'on demande du pluriannuel? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on doit avoir, que ce soit un événement ou un outil, Oui, voilà, on doit inscrit avoir dans la des durée. opérations qui se déroulent sur au minimum 2 années, même si l'événement il est reconduit finalement qu'une seule fois sur l'année suivante, mais c'est bien dans le cahier des charges, c'est pluriannuel. Les actions éligibles. Ah, ça va, elle a bougé la question. Les actions éligibles sont-elles des prestations externes et du temps passé par le porteur de projet? Alors ça, on ne parle pas C'est d'action. la Là, question la du question porte fonctionnement. sur Oui, les dépenses. oui, c'est On ça, va c'est plus ça. revenir sur les dépenses tout de suite après, parce qu'on aura un focus sur les plans de financement. Ah, alors j'ai une autre question un peu où là je pense qu'on va être à peu près dans la même réponse. Est-ce que cela peut être l'achat d'un outil pédagogique développé dans une autre région en vue de le proposer au rectorat normand pour les collèges et lycées? Hum, Alors, on a 2 éléments importants. C'est que là, on est sur des opérations plutôt de développement d'outils, hein, et pas simplement d'achat. On a mis, si je reviens aux critères d'éligibilité et aux actions éligibles, que les... attendez, excusez-moi, le temps de remonter. Si le porteur n'est pas normand, il faut que ce soit un outil qui soit conçu au bénéfice des publics normands. Donc, on est bien sur quelque chose qui est particulièrement ciblé public normand. Si on a un outil qui a été réalisé pour une autre région et qu'il s'agit simplement d'un achat de cet outil, ça ne va pas répondre à ce critère d'éligibilité-là. Est-ce que tu veux compléter, Vincent? Non, justement, je disais oui, c'est ça. C'est-à-dire que un outil qui serait mis à la sauce normande, on peut dire, on pourrait éventuellement étudier la possibilité, mais juste l'achat d'un outil à destination du rectorat, je dirais que là, on n'est pas dans le l'achat, même si l'outil a fait ses preuves et que c'est un bon outil, c'est pas des fonds FSE qui demandent de l'innovation et qui demandent plutôt un caractère régional, surtout sur celui-là où on est sur du caractère local. Voilà, je pense que là, on serait un peu hors clou des attentes de cet appel à projet-là, quoi.
Je continue les questions. Si on intervient dans un établissement scolaire, on ne peut donc plus faire payer l'intervention. Et quid si on n'a finalement pas le fonds FSE, on met la clé sous la porte? Voilà une question un peu polémique. Non, qui a le mérite d'être vrai. Oui. Chaque porteur, quand il dépose un projet, il s'engage sur la réalisation du projet et sur sa capacité financière à le porter dans son intégralité. La subvention fonds européens n'intervient qu'une fois l'opération réalisée en totalité ou en partie et sur justificatif des dépenses qui ont été réalisées et acquittées. Donc effectivement, c'est au porteur de prendre en compte cet élément important et de bien vérifier qu'il a bien la capacité et d'avancer les fonds et de les justifier in fine. Donc oui, il y a forcément cette petite part de risque et c'est un choix du porteur. Les actions éligibles sont-elles forcément des actions collectives? Donc, je vais poser la question autrement, Karl, vous me direz si c'est ça. Peut-on financer de l'accompagnement individuel? Est-ce que ça Alors, résume la question? Ou j'ai mal compris? Karel, qui a posé la question. de toute Bah, façon, on va être beaucoup plus je sur te du laisse répondre. collectif. Ça, c'est sûr, puisqu'on est bien sur des actions de découverte des métiers, de découverte des formations, des secteurs. Donc, forcément, logiquement, ça va être beaucoup plus du collectif. Attention, on a bien expliqué que, et notamment toujours dans le cadre du risque des aides d'État, tout ce qui va être accompagnement individuel à l'orientation qui se rapprocherait du coaching, on est sur un marché extrêmement concurrentiel. Donc, l'aide publique ne va pas intervenir sur ce type d'opération. Et d'autre part, pour rappel, toute action ou activité doit être complémentaire avec tout ce qui est déjà réalisé et existant sur le territoire en termes d'orientation et de découverte des métiers. Donc, la première chose à faire, c'est de bien vérifier ce qui existe déjà. Et notamment, il y a des possibilités d'information, de compléments, voire même de rendez-vous individuels qui sont existants sur le territoire. Donc, voilà, c'est bien après à vérifier par action de toute façon. Et repréciser ce qui existe déjà et ce qui est attendu au niveau régional. Hein, vous avez vu, hein, il y a 30 points sur 100 qui sont la cohérence avec la stratégie régionale de l'orientation. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a été votée elle a été votée par la région en 2020, je crois. Et donc, c'est bien c'est les attentes des partenaires, enfin les attentes de la région vis-à-vis des partenaires et sur les sujets de l'orientation et découverte des métiers. Une question qui est un peu dans la prolongation, hein. Quels sont les objectifs détaillés attendus dans le cadre du FSE+, et de la région? Où trouver la liste exhaustive des pièces de justification à fournir, s'il vous plaît? Donc, je pense que ça va être plutôt le sujet de la suite du webinaire et puis le On lien. va en Donc, parler. on va revenir très précisément sur le processus. On va en parler au moment des dépenses. Oui, tout à fait. Et sinon, toutes les informations pratico-pratiques, avec les listes, les justificatifs, les modalités de dépôt, etc., c'est disponible sur le guide du porteur, lui-même téléchargeable sur le site Europe en Normandie. Alors, sauf à ce que j'en ai oublié, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à me faire savoir de vive voix si c'est le cas. Donc là, on a fini les questions sur le fond, on va dire, et on va Voilà, rentrer plutôt sur la forme, hein, c'est-à-dire les modalités de dépôt, les dépenses éligibles, toutes ces questions qui commençaient un peu à poindre dans les vôtres. Donc, c'est je ça. laisse Gwenaël vous faire la suite. Voilà, tout à fait. Je vais repartager. Donc, les modalités de dépôt des candidatures, tout d'abord. Donc, pour rappel, vous avez toujours dans le guide du porteur, page 11 à 39, tout le pas à pas, bien sûr, qui est disponible. Vous déposerez vos candidatures sur l'espace des aides
et vous pourrez avoir un accompagnement, là vraiment sur la gestion de cette plateforme, hein, donc côté usager pour vous, avec un numéro qui est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Attention, petit point de vigilance, donc bien sélectionner le bon téléservice, celui qui est dédié à l'appel à projet. Dès aujourd'hui, vous avez sur le site Europe en Normandie la présentation de cet appel à projet, le lien pour aller directement déposer également sa candidature et sur votre espace des aides, sinon il faut bien aller dans vos aides et rechercher le bon téléservice. Pour information, on ne peut pas récupérer au niveau de la région une demande qui aurait été déposée sur le mauvais téléservice. Il faudrait pouvoir absolument tout ressaisir. Donc, le lien vers le bon téléservice, il est également disponible sur ce PowerPoint. Le PowerPoint sera disponible dès ce soir ou dès demain matin sur le site également. Attention, petit truc, complétez tout de suite le formulaire version complète. Dès l'entrée, on vous pose la question, est-ce que vous souhaitez compléter le formulaire complet pour les demandes de fonds européens? Il vaut mieux d'entrée de jeu dire oui, puisque c'est un appel à projet fonds européens. Petit rappel, les critères d'éligibilité sont cumulatifs, c'est-à-dire que vous bloquerez à partir du moment où vous ne saisissez pas oui à chaque critère d'éligibilité. Pensez à vérifier l'exactitude des informations de votre structure. Vous pouvez également compléter le formulaire jusqu'au bout, quitte à saisir que quelques lettres à chaque page pour arriver sur la dernière sollicitation où on vous demande les documents complémentaires, les documents nécessaires pour le dépôt. Voilà, j'ai mis une petite liste là, mais vous pouvez y accéder directement depuis votre espace des aides en allant jusqu'au bout de la demande. Vous pouvez de toute façon à chaque page enregistrer et revenir après en arrière. N'oubliez pas, n'omettez pas les délégations de signature lorsque c'est nécessaire. Et bien sûr, à l'heure de la demande, pendant toute l'instruction, hein, le service instructeur pourra vous demander des informations complémentaires, que ce soit pendant la phase de sélection, mais aussi surtout la phase d'instruction du dossier. Ne pas omettre d'enregistrer en cours de saisie et bien transmettre à la fin. Nous avons accès à vos demandes qu'une fois vous avez transmis. Merci d'adresser un mail également à l'adresse générique pour nous informer que vous avez déposé. Alors, un petit focus sur le plan de financement et donc aussi sur les documents qui seront à remettre pour justifier des dépenses. Donc, le plan de financement prévisionnel, il doit être bien sûr nécessaire à la réalisation de l'opération, estimé précisément en fonction des actions que vous allez décrire dans votre demande. L'objectif, c'est de bien pouvoir faire un lien absolu entre votre opération telle qu'elle va se dérouler et les moyens humains et matériels nécessaires pour la réaliser. Votre plan de financement prévisionnel, il doit être justifié lors de l'instruction avant le conventionnement. Donc, explication des estimations, devis pour les prestations, etc. Pour rappel, donc le versement de l'aide FSE se fera au réalisé, donc sur présentation du bilan d'exécution qualitatif et quantitatif et des justificatifs de réalisation et de dépenses. Et ça, il y aura un contrôle de service fait. On n'a pas d'avance FSE+, mais il y a une possibilité de solliciter un ou plusieurs acomptes, notamment pour des opérations qui seraient sur 2, 3 ans, voire 4 ans. On va faire attention aux dépenses éligibles et aux options de coûts simplifiés. Alors, les dépenses éligibles, elles doivent être nécessaires et rattachables à la mise en œuvre du projet. Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables et non comptables probantes. Ce qu'on appelle les pièces non comptables probantes, c'est bien sûr toutes les preuves de réalisation. Suivant les opérations, ça peut être des feuilles de présence, des photos, des comptes rendus, des supports, voilà, tous les éléments qui peuvent prouver que l'opération a bien lieu, se déroule, se réalise, est mise en œuvre. Les ressources, elles doivent être identifiées dans le plan de financement déposé et justifiées.
que ce soit par des lettres d'engagement de notification, ça peut être des conventions, ça peut être également des preuves de dépôt si c'est en cours d'instruction. Le taux maximum d'intervention FSE+ est de 60% de toute façon, bien sûr en fonction également des autres ressources de l'opération, et l'aide européenne doit être d'un minimum de 20 000 €. Je rappelle à nouveau, c'est éligible entre le 1er janvier 24 et le 30 septembre 29, mais attention, pour des dépenses qui seraient réalisées avant le 30 juin, acquittées avant le 30 septembre 2029. Donc on va là sur cet appel à projet jusqu'à la fin, toute fin de la programmation. Alors, sont éligibles sur cet appel à projet dans le plan de financement. Donc, en dépenses directes, donc, dont le lien direct avec l'opération peut être démontré. Les dépenses de personnel, donc la rémunération prise en charge par le porteur. Le temps minimum consacré à l'opération doit être de 10% du temps de travail. En deçà, ce n'est pas éligible. Elles doivent être justifiées sur présentation, bien sûr, des bulletins de paie et des lettres de mission sur l'opération. Si jamais on a une participation variable, à ce moment-là, on a des fiches temps. Sinon, le bulletin de paie, les lettres de mission et bien sûr les preuves de réalisation de l'opération, c'est ce qui va nous permettre de justifier des dépenses de personnel directes. Pour les dépenses de prestations externes, alors attention, petit rappel, pour les structures qui sont soumises à la réglementation de la commande publique, bien sûr, c'est dans le respect des règles de la commande publique. C'est vérifié pour notamment vérifier l'éligibilité de la dépense. Les dépenses directes de fonctionnement, par exemple des frais de mission, des personnels qui sont valorisés sur l'opération, des achats de fournitures, des impressions de communication, des locations nécessaires à la réalisation de l'opération. Des dépenses d'équipement, uniquement achat d'équipement pédagogique. On est hors complètement dépenses d'investissement de type véhicules locaux, matériel, flotte informatique, etc. Puisque là, on tomberait bien sûr dans des dépenses de structure. Les dépenses en nature peuvent être éligibles. Il s'agit de mise à disposition, par exemple, de personnel, de locaux. Mais attention, bien sûr, ces dépenses en nature, elles doivent être équilibrées en ressources. En termes de dépenses indirectes, c'est-à-dire les dépenses qui sont nécessaires à l'opération, mais qui ne peuvent pas être directement liées à la mise en œuvre de l'opération. Souvent, ça se rapproche des dépenses de structure, finalement, donc avec une proratisation, une clé de répartition. Donc, des dépenses administratives, des frais de gestion, de recrutement, de comptabilité, de nettoyage, des frais de téléphone, d'eau, d'électricité, etc. Donc, sur cet appel à projet, ne sont pas éligibles les dépenses d'investissement et les prestations liées à la maintenance des outils hors période de réalisation de l'action. Attention, on va aider à financer des développements d'outils, mais certainement pas leur maintenance. Alors, l'objectif des options de coûts simplifiés. Il est bien d'alléger la charge administrative et surtout de sécuriser les paiements, à la fois côté autorité de gestion, mais aussi surtout côté porteur, en limitant justement la production de justificatifs aux dépenses de personnel, voire également de prestations suivant les OCS. Par contre, spécificité notamment AG Région. Attention comment ça marche. Au dépôt de la demande, vous devez présenter un plan de financement prévisionnel au réel. Et c'est lors de l'instruction de la demande que le service en charge applique une OCS disponible. Et en fonction de chaque opération et quand ça s'avère justifié et pertinent. On a deux possibilités. Soit on a principalement le taux forfaitaire de 15%, c'est-à-dire que l'instructeur va prendre le montant des dépenses de personnel éligibles, appliquer 15%, et ça devra couvrir les dépenses indirectes de l'opération. Soit on applique le taux forfaitaire de 40%, c'est-à-dire que l'instructeur va prendre le montant des dépenses de personnel éligibles,
appliquer 40% à ce montant et ce 40%-là doit couvrir tous les autres coûts de l'opération, à la fois les coûts directs et les coûts indirects. Lorsqu'il est décidé par l'instructeur d'appliquer ces forfaits, pour le premier, on aura juste à justifier du coup de la réalisation de l'opération et des dépenses de personnel, plus bien entendu, s'il y a des prestations ou d'autres coûts directs, ils seront également à justifier. Par contre, si on a le taux forfaitaire 40%, seront uniquement à garder en justificatif les preuves de réalisation de l'opération et les justificatifs des dépenses de personnel. Petite information, les opérations qui présentent un coût total inférieur à 200 000 € sont obligatoirement mises en œuvre par le biais d'une OCS de toute façon, quoi qu'il arrive. Un petit focus sur le suivi des indicateurs. Par rapport à l'objectif spécifique 4.5, on a 3 indicateurs obligatoires que vous verrez sur l'espace des aides lorsque vous allez déposer, pour ceux qui vont déposer dans le formulaire, où on saisit un prévisionnel au dépôt de la demande et puis un réalisé, bien sûr, obligatoirement lors des demandes de paiement, tout en conservant les justificatifs. Donc, ces indicateurs, ils sont au nombre de 3. Donc, le nombre d'actions d'information en matière d'orientation réalisées, le nombre de professionnels formés, le nombre de personnes ayant bénéficié des actions d'information en matière d'orientation. Vous verrez que sur l'espace des aides, dans le cas où un indicateur obligatoire ne correspondrait absolument pas à votre opération, vous pouvez toujours indiquer 0. Ensuite, on a les indicateurs de réalisation et de résultats de chaque projet. Donc là, c'est le porteur qui se donne ces indicateurs, qui indique la cible et les modalités de suivi de ces indicateurs. Il pourra bien sûr les intégrer dans les bilans intermédiaires et dans le bilan final. Voilà, pour terminer sur cet aspect plus pratique, donc pour tout renseignement complémentaire, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse aap-fse-orientation@normandie.fr. Toutes les informations sur l'appel à projet, le guide du porteur, surtout le cahier des charges, elles sont disponibles sur le site Europe en Normandie. Et c'est également à cette adresse générique AAP-FSE Orientation que vous pouvez solliciter un accompagnement pré-projet sans aucun problème. Et à nouveau, on va laisser la parole aux questions. Alors, il y en a qu'une qui n'en est plus une, si j'ai bien compris. Donc, Karel Baranger qui demandait OCS, point d'interrogation. Et juste après, elle a mis compris. Donc, tu as été clair dans ton explication. Je n'ai pas d'autres questions plutôt sur la procédure et la forme. Est-ce que c'est parce que vous avez tout compris ou est-ce que... Oui, Oui, donc tu étais clair et pédagogique. c'est parfait. On laisse encore 30 secondes si jamais une question qui arriverait du fond de... Non, ben non, écoute, parfait. Où trouver des exemples de fiches de temps, s'il vous plaît? Des fiches temps, alors attention, hein, des fiches temps, c'est vraiment... Pardon, pas fiches ouais. Fiches temps, c'est vraiment pour des personnels qui seraient sur une participation très variable. C'est-à-dire que de toute façon, ça doit correspondre à 10% du temps de travail. Par exemple, sur une année, ou par rapport au temps indiqué sur le bulletin de salaire, c'est minimum 10% du temps de travail. À ce moment-là, on a une lettre de mission et ça serait vraiment des fiches temps pour des personnels qui interviendraient sur l'opération, par exemple sur l'année, simplement pendant 2 mois, mais voilà, ça doit correspondre à minimum 10% de leur temps de travail, donc c'est pas génial. Et sur des mois où ils vont intervenir pas du tout, et puis d'autres mois, ils vont intervenir 2 heures, et d'autres mois, ils vont intervenir énormément. Voilà, donc on est bien dans ce cas-là très spécifique, d'accord. Et ensuite, normalement, il doit y en avoir de disponibles également sur le site Europe en Normandie, des exemples, puisqu'il y a déjà aussi la lettre de mission. Mais sinon, vous pouvez m'envoyer aussi un petit mail et on pourra je pourrais aussi vous l'envoyer directement.
Quid en cas de stagiaire par rapport à la fiche temps? En gros, est-ce qu'un stagiaire peut être concerné par une fiche temps? C'est ça la question? Alors, un stagiaire qui serait déjà un minimum 10% de son temps de travail, hein. Alors, voilà, Mm. on valorise, nous, essentiellement euh, du, du salarié, en tout cas, des salaires. Ça, c'est la première chose. La lettre de mission, ça va être complexe. Donc là, on est vraiment aussi... ouais, moi, Du à conseil de vérifier, pas le hein, faire. Du conseil de pas à le faire. vérifier par rapport au temps de travail, etc. Voilà. Voilà. Oui, et puis de la même manière, en termes aussi de suivi, etc. Voilà, ça fait quand même des dépenses de personnel qui sont beaucoup moindres et qui nécessiteront un suivi administratif, financier de même importance qu'un salaire. Donc voilà, pour le porteur, c'est pas forcément conseillé. Sommes-nous, par rapport aux objectifs, sommes-nous dans une obligation de moyens ou de résultats? Plutôt sur une obligation de moyens, Les je deux. dirais comme ça. Ah, les deux. Les deux. Les deux. Obligation de résultat, bien entendu, et surtout de réalisation, Oui, de hein, réalisation, oui, c'est de plus ça, oui. réalisation, telle qu'elle l'opération a été décrite, conventionnée, puisque, encore une fois, si jamais il y a des changements, bien sûr, c'est avenant, hein. Et puis de moyens, bien entendu, parce que il faut aussi pouvoir s'engager à la réaliser jusqu'au bout et à avancer notamment l'intégralité des fonds. Alors, on n'est pas sur les résultats. Moi, j'entendais résultats plutôt sur, voilà, si on a identifié des indicateurs d'impact ou des choses comme ça, Ah c'est oui. vrai que voilà, là, Mm. voilà, on les atteint pas, c'est pas grave. Mais si on a mis en place les moyens qu'on avait prévus pour essayer de les atteindre, le C'est ça. projet est validé et financé par l'Union européenne. Et si on ne l'a Oui. pas atteint, ça veut dire qu'il fallait s'y prendre autrement. On va le dire comme ça, quoi. Voilà. Les indicateurs de résultats réussite qu'on indique et qu'on se donne pour son projet, c'est vraiment pour pouvoir effectivement suivre son projet, avoir son propre retour et à expliquer dans les bilans, hein. Donc, si Mm. on n'atteint pas exactement cet indicateur qui reste prévisionnel quand on dépose, il faut pouvoir expliquer pourquoi, tout Mm. simplement. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Eh Je bien, laisse c'est encore une parfait. minute. Non, donc pas d'autres questions. Donc, bah, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas, hein, de toute façon, vous pouvez envoyer sur l'adresse générique et puis le replay sera disponible très rapidement. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci À à vous. bientôt. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Hmm.